Nous sommes habitués à penser l'individu et la société comme des compartiments séparés, à les étudier séparément. Et tout mon travail, avec d'autres, après d'autres, c'est justement d'essayer de montrer l'intrication, l'entrelacement, l'interrelation permanente du psychique et du sociologique. Ouais, je vous interromps une seconde, vous dites l'inconscient, il est toujours singulier pluriel. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je m'oppose à la division entre inconscient individuel ou idiosyncrasique et inconscient collectif, parce qu'on retombe dans le piège justement de l'opposition, qui est une opposition ruineuse d'un point de vue scientifique entre société et individu. Si on veut la comprendre plus pourtant, on a ces deux mots qui ont l'air de représenter des choses très différentes. Le langage nous ramène toujours à cette opposition-là. Mais on se représente toujours la société comme quelque chose qui nous agit de l'extérieur. Et ce qui est très important, et là c'est toute la question de la socialisation des enfants, mais en fait la socialisation elle dure toute la vie, mais c'est la manière dont nous intériorisons, nous incorporons le monde social, d'ailleurs sous la forme d'affect, sous la forme de prohibition, d'injonction, pendant l'enfance, nous intériorisons le monde social, et c'est pour ça que nous apprenons, et là c'est assez bourdieusien ou laïrien, à agir sans y penser dans le monde social qui est le nôtre, mais donc la société agit autant du dehors que du dedans. Et donc, nous avons l'espace social plié, chiffonné à l'intérieur de nous. Et donc, la société, c'est une force interne. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les contraintes sociales externes qui pèsent sur nous, mais ces contraintes sociales externes, pour la plupart, nous les avons intériorisées. Ça devient des contraintes internes. Et on voit bien à quel point, du coup, ici, la société, le social historique et le psychique s'entrelacent complètement. Et c'est cette barrière qu'il faut faire sauter d'un point de vue intellectuel pour comprendre à ce moment-là comment les structures sociales, et pas seulement d'ailleurs les structures sociales, les structures politiques aussi, le déploiement de nouvelles structures sociales et politiques ont des effets sur la psyché individuelle. On va prolonger cette réflexion. Je fais une petite parenthèse. Vous-même, vous dites, je suis assez contre l'opposition inconscient individuel, inconscient collectif. Vous allez même un peu plus loin. Si vous dites pratiquement que c'est un peu trompeur, cette notion d'inconscient collectif, pourtant, elle est assez tentante, y compris, je dis, quand on écrit de manière journalistique, typiquement, quand on parle des problèmes de la du legs de la colonisation dans la société française, qui reste de racisme et de conséquences politiques aussi dans les comportements électoraux. On a tendance à parler de retour du refoulé, qui est un vocabulaire typiquement psychologisant. Pour vous, là, ça vaut peut-être juste sur le plan de la métaphore, parce que c'est bien pratique, mais pour vous, il est clair qu'il n'existe pas un inconscient au niveau de la société. Ça, c'est absurde. C'est au niveau métaphorique, je trouve que ça fonctionne comme vous, je trouve que ça fonctionne très bien, cette idée d'inconscient collectif et les dynamiques de refoulement et de retour du refoulé. En histoire, je trouve que c'est un des grands legs de la psychanalyse à l'histoire, de penser notamment à le passé sous le mode de la hantise, sur la manière dont il vient hanter notre présent, et notamment dans le cas de la colonisation. Ça, je crois beaucoup à cette colonisation ou Vichy, on parle peu de temps après que Zemmour ait été relaxé par la justice pour des propos négationnistes. Mais en fait, Vichy a fait retour, encore une fois. Donc ça c'est très important. Par contre, si ça reste à l'échelle métaphorique, ça va. Mais le danger, quand on personnifie des collectifs comme ça, c'est de faire comme s'il existait un inconscient collectif. Est-ce qu'il existe en dehors des individus qui le portent? C'est-à-dire que le danger, c'est de réifier une entité collective, de lui prêter des actions, des volitions, etc. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, chez Durkheim, on peut aussi critiquer. Qui était père de la sociologie française début du XXe siècle. Ça peut être un peu problématique. Donc, au fond, il n'y a d'inconscient que par rapport à une personne. Si on voulait parler, je parlerais peut-être plus volontiers d'inconscient culturel, c'est-à-dire la part dans notre inconscient individuel qui est communément partagée par nos groupes d'appartenance. Et là, pour le coup, c'est un usage plus strict, en quelque sorte, de la notion d'inconscient collectif, mais voilà. Et je veux surtout pas aller du côté de Jung, de l'idée qu'il y aurait des archétypes qui seraient partagés par toute l'humanité, des archétypes. Donc, Jung, qui était un psychanalyste contemporain de Freud, qui a été longtemps très proche de Freud. C'est une amitié intellectuelle extrêmement forte jusqu'à la rupture. Et Jung a développé son propre système. Et ça se joue notamment autour de la question de l'existence de l'inconscient collectif ou pas.